Du 4 au 11 février 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale se termine en Europe, se tient la conférence de Yalta, dont l'objectif est d'organiser le monde d'après-guerre. Elle réunit les trois grands gagnants de la Seconde Guerre mondiale, Staline, Churchill et le président américain Franklin Roosevelt. Et le président américain, il n'est pas très en forme. Lord Charles Moran, médecin personnel de Churchill, écrit dans ses notes « Le président américain est très malade, je ne lui donne que quelques mois à vivre. Sa fille semble convaincue qu'il n'a pas de maladie et ses médecins lui donnent raison. » Effectivement, le président Franklin Delano Roosevelt décédera 2 mois plus tard d'une hémorragie cérébrale massive. À l'époque, exactement comme le disait Moran, les médecins américains n'ont pas compris quelle était la cause de son hémorragie. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a compris la cause ? Eh ben, pas vraiment. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le président américain souffrait d'hypertension artérielle, et que l'hypertension artérielle est un facteur de risque d'hémorragie cérébrale. Mais un risque, c'est une notion statistique, c'est pas vraiment une cause. Alors comme c'est un terme qui est extrêmement utilisé en médecine, aujourd'hui nous allons répondre à la question « C'est quoi un facteur de risque ?» Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, il faut que je vous donne un outil capital pour tout comprendre. Voici le tableau de contingence. Il s'agit d'un tableau tout simple qui représente des effectifs en fonction de 2 variables, l'une en ligne, l'autre en colonne. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à des tableaux comptabilisant des nombres de patients en fonction de causes potentielles de maladies, qu'on appelle exposition, qu'on met en ligne, et des maladies qu'on met en colonne. Dans la case A, vous avez le nombre de patients qui sont exposés et malades. Dans la case B, vous avez le nombre de patients qui sont exposés mais non malades, etc. Par exemple, avoir un cancer de la plèvre ou pas, c'est la maladie, et l'exposition pourrait être avoir respiré de l'amiante au cours de sa vie. Là, par exemple, on a un tableau de contingence, on voit que pour 100 personnes exposées à l'amiante, on en a 60 qui vont avoir un cancer de la plèvre. Et pour 100 personnes non exposées à l'amiante, eh bien, il n'y en a qu'une seule qui a eu un cancer de la plèvre. Revenons à notre sujet. Au début du XXe siècle, tout va bien dans le monde médical. On comprend de mieux en mieux les causes des maladies. Et comme on comprend mieux les causes, eh bien on arrive mieux à les soigner ou à les prévenir. La philosophie dominante à cette époque pour comprendre les maladies est ce que l'on appelle le déterminisme médical. C'est une notion que l'on doit à Claude Bernard, physiologiste français du XIXe siècle. Si vous voulez en savoir plus sur lui, je vous recommande l'épisode de Biologique sur le sujet, qui est excellent. En tout cas, le déterminisme est une notion simple, c'est l'idée que chaque maladie a une cause déterminée et qu'être exposé à cette cause provoque obligatoirement la maladie. Un bon exemple compatible avec le déterminisme, c'est par exemple le scorbut. Si vous avez une carence en vitamine C, vous allez avoir le scorbut. Si vous avez le scorbut, c'est que vous aviez une carence sévère en vitamine C. Pas de discussion. Sur un tableau de contingence, ça donne ça. Pour 100 personnes ayant une carence en vitamine C, 100 personnes vont avoir le scorbut. Et personne ne peut avoir le scorbut sans carence en vitamine C. On dit que la carence en vitamine C est une condition nécessaire et suffisante pour attraper le scorbut. C'est donc une cause. Bon, très rapidement, cette notion cause-maladie, elle va connaître quelques limites. C'est notamment le cas avec les maladies infectieuses. Par exemple, le choléra, je ne vous l'avais pas dit dans l'épisode 1, mais il est tout à fait possible d'avaler de l'eau contaminée par le choléra, d'avoir la bactérie dans les intestins et de ne pas être malade. On a même inventé un terme pour identifier les personnes dans ce cas-là. On appelle ça des porteurs sains. Ça signifie par exemple que sur un tableau de contingence, pour 100 personnes exposées à la bactérie, il n'y en aura que 40 qui vont tomber malades du choléra. Par contre, si vous êtes malade du choléra, c'est que vous avez été obligatoirement exposé à la bactérie. Le déterminisme est quand même pas si mal conservé. On dit qu'il s'agit d'une condition nécessaire mais non suffisante. On appelle ça une cause aussi. Et déjà, rien que ça n'a pas toujours été clair. Ça a même été une limite à la compréhension des maladies infectieuses à la fin du XIXe siècle. Alors que le monde médical commence à donner raison à John Snow sur l'origine du choléra, ça doit bien être des petites bestioles dans l'eau qui sont coupables, eh bien le chimiste allemand Max Joseph von Pettenkofer, lui, il est convaincu que c'est les miasmes, le mauvais air qui est coupable. Alors, pour démontrer que l'hypothèse de l'eau est fausse, il va boire devant témoins de l'eau contaminée par le choléra, que lui a envoyé Robert Koch, et il ne va pas tomber malade. Et comme il ne va pas tomber malade, pour lui, c'est un argument suffisant pour invalider l'hypothèse de l'eau. Bien évidemment, il a tout à fait tort. Tout le monde ne tombe pas forcément malade. En 1945, lors du décès de Franklin Roosevelt, on en est là. Ce déterminisme médical, il fonctionne très bien. On démolit au calme les maladies infectieuses à coups de vaccins, d'hygiène et d'antibiotiques. Et des maladies terribles comme la polio, la tuberculose deviennent soudainement des problèmes de santé mineurs. Mais du coup, les gens meurent d'autre chose.
En 1940, le numéro 1 du top 50 des causes de décès aux États-Unis, ce sont les maladies cardiovasculaires, les crises cardiaques qu'on appelle infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux dont l'hémorragie du président Roosevelt, etc. Alors, c'est pas tant que ces maladies explosent aux États-Unis, il y a une petite augmentation, mais c'est surtout une augmentation en proportion parce que les décès par maladie infectieuse se cassent la gueule. Ça a un nom, le passage d'une maladie à une autre dans un pays quand on réussit à en traiter une, on appelle ça une transition épidémiologique. Et le souci, c'est qu'on ne connaît pas vraiment les causes des maladies cardiovasculaires. On n'a pas identifié de conditions nécessaires à l'apparition de ces maladies. Alors on a bien quelques idées, par exemple les médecins nazis étaient convaincus que la cigarette, le tabac, était une cause importante. Hitler détestait les fumeurs. Et puis il y a l'hypertension artérielle. Votre cœur, en se contractant, pompe du sang dans vos artères, et ce que l'on appelle tension artérielle, c'est la pression du sang dans vos artères. Elle se mesure en millimètres de mercure à l'aide d'un sphygmomanomètre. Et on en mesure deux, la pression systolique, haute pression, quand votre cœur est contracté, et la pression diastolique, basse pression, quand votre cœur est relâché. On donne toujours les deux chiffres de pression, par exemple 120 mm de mercure et 80 mm de mercure, qu'on abrège souvent en divisant par 10 et on obtient le fameux 12,8 de tension. Un individu normal, en bonne santé, a une tension systolique autour de 120 mm de mercure. Au-delà de 140 mm de mercure, on dit que le patient souffre d'hypertension artérielle. Mais en 1945, on n'en est pas encore là. Les médecins ont bien remarqué que la tension artérielle avait tendance à augmenter avec l'âge et qu'au-delà de 300 mm de mercure, les patients avaient tendance à ne pas se sentir très bien, voire même à mourir rapidement. On appelle ça de l'hypertension maligne. Mais des tensions artérielles de 200 mm de mercure, chez les patients âgés, ça les perturbe pas trop. Au contraire, ils pensent même que c'est bon pour la santé des patients, que c'est une adaptation du corps afin de pouvoir perfuser correctement les organes. C'est pour ça qu'ils appellent ça hypertension essentielle. Terme qu'on utilise encore aujourd'hui alors que c'est parfaitement absurde. Du coup, en 1948, entre le décès de Roosevelt et le fait qu'un Américain sur trois décède d'un problème de cœur, le président Truman déclare la guerre aux maladies cardiovasculaires, en signant le National Heart Act qui permet l'allocation d'un budget de 500 000 $ pour l'une des études épidémiologiques les plus connues du monde, la cohorte Framingham, dont l'objectif est de découvrir quelles sont les causes de ces maladies. L'idée est simple et ambitieuse. Des chercheurs vont suivre une population en bonne santé de 5000 habitants de la ville de Framingham, dans le Massachusetts. Les chercheurs vont noter des tas de choses sur ces gens, leur âge, leur poids, leur consommation de tabac, leur tension artérielle, etc. Et ils vont relever ça tous les 2 ans pendant 20 ans. Enfin, 20 ans, c'était ce qui était prévu au début, parce que la cohorte Framingham, elle continue encore aujourd'hui. Et en plus de ces expositions, les chercheurs vont également diagnostiquer et relever les maladies dont va souffrir cette population. Infarctus du myocarde, hémorragie cérébrale, mort subite. Du coup, ils ont tout ce qu'il faut pour construire un tableau de contingence. Et c'est exactement ce que vont faire William Cannell et Thomas Dauber en 1961. Ils vont s'intéresser à l'influence de la tension artérielle sur les maladies coronaires, infarctus, angor et mort subite. Et ils vont trouver ça. Pour 100 hypertendus, il y a 12 personnes qui vont souffrir de maladies coronaires. Et pour 100 non hypertendus, il y en a 4 qui vont avoir cette maladie. Et là, vous voyez le problème. Bon, à la limite, tous les hypertendus n'ont pas de maladie coronaire. Ça, c'est comme le choléra, c'est pas un problème. Non, là, le problème, c'est que des gens non hypertendus peuvent quand même tomber malades. Ça, c'est nouveau. Bon, on pourrait se dire, c'est pas grave, c'est pas une cause. L'hypertension artérielle est une condition ni nécessaire ni suffisante à l'apparition de ces maladies. C'est qu'il ne doit pas y avoir de rapport. Ouais, sauf que bon, ça se voit le truc, Le truc, c'est que les patients qui souffrent d'hypertension artérielle, ils ont quand même 3 fois plus de chances d'avoir un problème coronaire, et donc potentiellement de mourir. Alors ils font quoi, Cannell et Dauber, pour décrire ce truc-là? Bon, déjà, ils peuvent pas se la fermer, il y a beaucoup trop de personnes qui décèdent à cause de ces maladies. Et ils peuvent pas vraiment dire que l'hypertension est une cause des infarctus à la sauce déterministe de Claude Bernard. Ça marche pas. À la limite, ils pourraient dire c'est une cause naze, parce qu'elle est ni nécessaire ni suffisante, et puis en vrai il doit y avoir d'autres causes, mais on les connaît pas. Alors, dans leur publication de 1961, ils vont arrêter d'avoir l'approche déterministe des maladies, et ils vont commencer à avoir une approche probabiliste. Et en probabilité, on ne parle pas de trucs sûrs et certains, on parle plutôt de risques qui augmentent ou de risques qui diminuent. Et comme ils ne peuvent pas vraiment appeler ça une cause, ils vont inventer un nouveau mot pour qualifier l'hypertension artérielle. Ils vont appeler ça un facteur de risque. Et ils vont mesurer que souffrir d'hypertension artérielle multiplie par 3 le risque de faire une crise cardiaque. Et la cohorte Framingham, avec de nombreuses autres cohortes du même genre, vont en trouver plein d'autres des facteurs de risque cardiovasculaire. Le tabac, le cholestérol, l'obésité, etc.
Mais c'est quand même un sacré changement de paradigme d'arrêter de parler de cause et de se mettre à parler de risque. Et ce changement, il a été assez douloureux à l'époque, et encore aujourd'hui, et ce pour plusieurs raisons. Avec une pensée probabiliste du genre vous avez 4 fois plus de chances de machin, eh bien le médecin il perd une quantité impressionnante de certitudes. Si vous alliez voir votre médecin et que vous aviez la tuberculose et que vous lui demandiez pourquoi, il vous disait parce que vous avez du bacille de Koch dans les poumons. Mais avec des trucs probabilistes, ça se passe pas tout à fait comme ça. Docteur, je fume 2 paquets par jour. Est-ce que je vais avoir une crise cardiaque? Pas obligatoirement, non. Docteur, j'ai eu une crise cardiaque. Est-ce que c'est parce que j'ai fumé? C'est pas sûr. Vous voyez le bordel? C'est déjà compliqué pour expliquer ou pour prévenir les maladies, mais comprenez bien que très souvent, les médicaments suivent la même logique. Leur capacité à vous guérir ou à prévenir d'une maladie est potentiellement probabiliste. Alors, pour votre hypertension, vous allez prendre un cachet d'amlodipine 5 mg tous les soirs au coucher. Et grâce à ça, j'aurai pas de crise cardiaque? Ah non, vous pouvez en avoir quand même. Pourtant, il y a une réalité tangible. Il sait qu'avec le médicament, il va en sauver 3 fois plus que sans. Mais il ne sait pas lesquels. Je ne suis plus sûr de rien. Et même si ce manque de certitude ne plaît pas, il ne serait absolument pas éthique de ne pas essayer de traiter le problème. Il y a un autre truc qui ne plaît pas trop dans cette vision des choses. Depuis le 19e siècle, les médecins sont avant tout des biologistes. Le savoir médical s'acquiert au travers l'anatomie, la physiologie, l'infectiologie, etc. Bref, différentes formes de biologie. Encore aujourd'hui, les étudiants en médecine sont principalement formés au fonctionnement du corps humain. Mais là, le savoir dans une vision probabiliste des choses, il vient plus de la biologie, il vient des statistiques. Et ça, c'est pas cool pour les biologistes. Par exemple, Claude Bernard aimait pas ça du tout. La meilleure chose pour illustrer ça, c'est que depuis les années 20, soit 40 ans plus tôt, des gens avaient déjà remarqué que les maladies cardiovasculaires étaient liées à l'hypertension artérielle. Ces gens, c'étaient les statisticiens des compagnies d'assurance américaines, qu'on appelle des actuaires. Et ces compagnies d'assurance, ça faisait belle lurette qu'elles demandaient les tensions artérielles des patients avant de les assurer. Mais dans le monde médical, ça n'avait pas encore fait son chemin. Et pour Roosevelt alors? Eh bien voici un diagramme des tensions artérielles du président depuis 1931. Il souffrait très clairement d'hypertension artérielle sévère. Il était dans le groupe méga à risque d'avoir une hémorragie cérébrale. Même si, comme c'est un facteur de risque, il aurait pu avoir son hémorragie sans l'hypertension, eh ben on n'est vraiment pas surpris qu'il en ait fait une. Voilà, vous savez maintenant conceptuellement ce qu'est un facteur de risque, qui a inventé le terme, et l'approche différente des maladies et des causes que ça suppose, à savoir faire des statistiques. Et des facteurs de risque en médecine, vous allez en avoir des tas, les facteurs de risque cardiovasculaires, de cancer, facteurs de risque de maladies dégénératives. Et puis c'est avec cette approche probabiliste que l'on fait également des choses comme par exemple l'évaluation des médicaments. Prenez l'habitude. Quelques petites notes pour finir. Le probabilisme n'est pas vraiment l'inverse du déterminisme. C'est pas incompatible. L'inverse du déterminisme, c'est l'indéterminisme. Bon, à la limite, on s'en fout. Le probabilisme, c'est plus en fait une forme d'humilité. C'est le fait d'accepter que l'on ne sait pas tout, on n'a pas toute la connaissance, on n'a pas toute l'information pour déterminer toute la relation causale entre des expositions et une maladie. Alors comme on ne sait pas tout, on se contente de faire des probabilités, de faire des statistiques. Parce qu'on n'a pas super le choix si on veut sauver des vies. Autre chose, le passage du déterminisme au probabilisme dans la pensée médicale, il s'est fait bien évidemment progressivement, c'est pas d'un coup avec l'accord de Framingham que c'est arrivé. Disons que l'invention du terme facteur de risque est plutôt une très bonne illustration de tout ce processus et de tout ce phénomène. Les habitués de science ou de zététique me font remarquer que là, avec tes tableaux de contingence, tu fabriques des relations statistiques, des corrélations. Et la corrélation n'implique pas la causalité. N'hésitez pas à aller voir l'excellente vidéo des statistiques expliquées à mon chat qui justement en parle. C'est vrai, c'est pas une obligation, mais on verra ça dans un autre épisode, comment en épidémiologie on passe d'une simple corrélation à une causalité. Et enfin, dernier truc, le président Roosevelt, il s'appelait Franklin Delano Roosevelt. Ses initiales, c'était donc FDR, comme facteur de risque. Moi je sais, c'est pourri. Je sais pas pourquoi je fais ça. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager si vous avez aimé, à laisser des commentaires si vous avez des questions. Et nous, on se retrouve très bientôt dans un autre épisode. On va parler d'une des conséquences principales de tout ce que je viens d'expliquer, à savoir qu'est-ce qu'on fait des anecdotes en médecine. Salut!